Cédric Meng, bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes de nationalité gabonaise, vous travaillez sur les marchés financiers depuis une dizaine d'années. Vous êtes maintenant à la BAD, la Banque africaine de développement, et vous venez de rédiger un ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui, Financer l'Afrique, densifier les systèmes financiers locaux. Cédric, quel est le message principal que vous avez voulu faire passer dans votre livre? Lorsqu'on regarde les défis du continent africain, 40% de la population n'a pas accès à l'eau potable, 60% n'a pas accès à l'assainissement, 70% n'a pas accès à l'électricité. Lorsqu'on regarde en face les sources de financement les plus utilisées pour financer ces économies, toutes les études empiriques vous montrent que c'est le crédit domestique au secteur privé qui est le plus corrélé à la réduction de la pauvreté et bien sûr pour soutenir la croissance. Il est d'environ 25% en moyenne pour l'Afrique. Bien sûr, il y a des disparités. L'Afrique du Sud, c'est plus de 140%. Le Maroc, c'est bien autour de 70% et bien d'autres pays. Nous avons 7 pays qui sont au-dessus de 40% pour cet indicateur. Le reste des économies sont en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitaux domestiques ne sont pas mis au service de la production des biens et services. Donc l'Afrique est sous-financée, d'où le titre du livre, Financer l'Afrique. Cédric, vous avez bien expliqué le rôle moteur que devrait jouer l'épargne domestique. Mais dans ce contexte, concernant les financements extérieurs, les fameux eurobonds, vous évoquez de potentiels eurobombes. Alors, est-ce que vous pouvez vous expliquer un petit peu à ce sujet? Alors, l'épargne extérieure, donc que ce soit via la dette privée ou la dette publique, n'est pas mauvaise en soi. Mais il faut comprendre que pour financer durablement nos économies, on doit compter d'abord sur les ressources domestiques, qui sont les sources les plus stables, et l'épargne extérieure doit être un complément. Et lorsqu'on regarde la pratique depuis les indépendances, c'est davantage les sources de financement externes qui ont été utilisées. Et les études empiriques montrent que l'aide au développement a un impact moindre. Et bien sûr, lorsque on parle de la question des eurobonds, j'ai fait ce jeu de mots eurobond pour dire que les eurobonds qui ont été utilisés ces dernières années sont bonnes, mais à condition de bien préparer les projets, bien identifier, mieux absorber ces ressources. Mais par contre, lorsque les projets n'ont pas été bien préparés en avant, lorsque on lève ces fonds, on les dépose à la Banque centrale, on commence à réfléchir comment les utiliser, cela peut constituer une bombe pour les finances publiques, pour le service de la dette. Donc nous devons tout faire pour que les eurobonds, qui sont une source de financement externe via le marché, ne deviennent pas des eurobombes, pour que nous n'ayons plus à souffrir comme les 2 décennies d'ajustement structurel que l'Afrique a connues. Dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup du système bancaire africain, des banques commerciales notamment, qui sont en plein essor. Mais je dirais, si on regarde l'architecture du système bancaire en Afrique, et notamment le rôle des banques centrales. Beaucoup de ces banques centrales africaines ont un mandat, je dirais, qui est plutôt centré sur la maîtrise de l'inflation. Alors, est-ce que ce mandat vous semble réellement adapté aux impératifs du développement en Afrique? Et comme par votre expérience, vous avez eu l'opportunité de visiter de très nombreux pays, pouvez-vous un petit peu nous faire part des expériences différentes que vous avez pu voir d'un pays à l'autre? La Banque centrale du Nigeria montre un vrai leadership dans le soutien à l'économie. Elle a créé plusieurs fonds spécialisés pour aider le secteur de l'économie réelle. On a vu comment son soutien était fondamental dans le financement de l'agriculture et aussi dans les facilités pour le financement des infrastructures. C'est un vrai rôle de leadership, une banque centrale qui montre qu'au-delà de la question de l'inflation, on peut soutenir la croissance dans une économie. La Banque centrale d'Éthiopie joue un rôle moteur. Elle joue quasiment le rôle d'une banque de développement. Elle apporte l'assistance technique au secteur réel. Vous prenez l'exemple de la Banque centrale de Maurice, elle soutient les producteurs de sucre, parce que ces derniers sont ceux qui apportent le plus de devises à l'économie.
En Ouganda, la Banque centrale aussi joue un rôle très actif. Donc de plus en plus, vous voyez ce mandat que vous avez, que j'ai défini par rapport aux anciennes économies matures, que beaucoup de banques centrales aujourd'hui ont. Si vous regardez hors d'Afrique, vous avez la Corée du Sud qui vient de créer un Woon Fund où la Banque centrale a mis 9,5 milliards de dollars pour aider l'industrie des transports maritimes. Vous avez des exemples comme même la Banque centrale d'Angleterre qui a un département pour le financement des PME. Donc le mandat des banques centrales doit être adapté aux réalités économiques dans les pays. J'ai eu la chance de travailler et d'aller dans une quarantaine de pays africains. Les missions sont vraiment en ligne, dans certains cas, avec ce mandat de développement. Et dans d'autres cas, effectivement, on voit une décorrélation entre l'économie réelle et le métier de banquier central. Comment voyez-vous l'avenir des marchés financiers africains? L'avenir des marchés financiers africains est vraiment devant nous et elle est prometteuse. Nous avions, si je prends rien que le marché obligataire souverain, nous levions sur les marchés domestiques africains 28 milliards de dollars en 2000. En fin 2016, nous levions plus de 200 milliards de dollars. Donc on voit qu'il y a un effort qui est fait et ce continent qui est en pleine croissance avec les besoins réels. Et on voit cette diaspora qui revient, qui introduit de nouveaux instruments, qui fait développer l'industrie de la gestion d'actifs, l'expertise dans des secteurs aussi pointus que la finance. Bien sûr, on a la volonté de certains gouvernements de faire effectivement de leur marché des champions au niveau africain. Je pense qu'avec tous les projets qu'on a en termes de discussion avec d'autres partenaires pour mettre en place ces institutions financières ensemble, ces marchés financiers ensemble, cela va donner vraiment des espaces où on pourra lever des fonds pour financer des projets encore plus importants. Dans votre ouvrage, vous avez évoqué de nombreuses pistes, est-ce que vous pouvez nous évoquer les prochaines étapes dans la sensibilisation et pour la mise en œuvre de ces propositions? C'est toujours ce travail de pédagogie que nous essayons de faire. La plupart des propositions et de mes publications sont issues de projets sur lesquels j'ai travaillé. En réfléchissant sur ces projets, sur leur structuration, ces idées, d'essayer de partager avec d'autres, de challenger un peu la structure traditionnelle que nous utilisons. La prochaine étape, c'est qu'avec plusieurs collègues, nous allons monter un think tank qui est en train d'être finalisé, qui sera dédié à la finance africaine. Et nous allons faire des partenariats avec des structures qui sont déjà installées et qui ont une expertise reconnue pour essayer de diffuser davantage ces notions de finance, faire en sorte que la finance ne soit plus une barrière pour beaucoup de nos concitoyens et faire en sorte que beaucoup s'intéressent à ces mécanismes innovateurs pour financer notre continent. Cédric, un grand merci pour la présentation de cet ouvrage. C'était à la fois très clair et très stimulant. C'est moi. Merci.